Marielle Garonzi, François Lucena, Annie Vogt, Michel Ferré, Pascal Comte-Dumas, absente, procuration Annie Vogt, Jérôme Garcia, absent, procuration Michel Ferré, Martine Maréchal, absente, procuration Alain-Emmanuel Lambert. Alain-Emmanuel Lambert est là. Alain Chatillon, présent. Thierry Fred, je l'ai vu. Valérie Mogard, Patricia Ducenti, je l'ai vu. Ghislaine Delprat, elle arrive. Brigitte Burson-Brayer, elle est là. Christelle Fèvre, procuration Marielle Garonzi, elle nous l'avait dit. Jean-Louis Clausel, Alain Sartori, Catherine Février, procuration Patricia Ducenti, Olivier Picard, présent, Thierry Clavel, Frédéric Galinier, présent, Uvaldo Polvoreda, absent, Charlotte Toussaint, procuration Frédéric Galinier, Marie Argence, présente, Caroline Combe, procuration Laurent Ourquet, Rémi de Ronlou, absent, Robert Clairon, présent, Martine Freeman, absente. Le quorum est atteint. On peut y aller et Gilou est arrivé. On l'avait eu arriver. Non, mais elle n'était pas en retard, Gilou. C'était juste... voilà. Alors, merci tout d'abord d'être présent ce soir. Je vous propose, premier point, de nommer ou de désigner un secrétaire de séance. Bon, je pense que François fait ça pas mal. Hein, ça vous va bien à tout le monde? François, il est ravi, il ne faut pas lui sortir des prérogatives de ce type-là. Donc je vous propose qu'on maintienne François, si tout le monde est d'accord. Pas d'opposition. Merci de ta spontanéité, François, sur cette désignation. Donc, premier point, approbation du procès-verbal de notre précédente séance de conseil municipal. Y a-t-il des remarques, des questions, des demandes de modification? Non. Donc, je vous propose qu'on approuve. Qui est pour? Eh bien, merci de votre unanimité, puisque toutes les mains se sont levées. Premier point, décision modificative de l'exercice 2022 du budget principal. En l'absence de Martine, qu'on excuse, puisqu'elle nous représente l'association des villes des métiers d'art. Vous avez les modifications, donc je proposais. Les principales sont liées tout d'abord en termes de recettes au fonds FCTVA qu'on recale en fonction des derniers éléments qu'on a eus, en particulier sur les investissements. Vous savez que les fonds FCTVA, on les récupère avec décalage. Le deuxième, pour un montant de 52 441. Le deuxième montant important en termes de recettes, c'est 156 559. C'est le complément et l'ajustement du fonds friche qu'on a reçu par rapport à notre projet de pépinière artisanale. De l'autre côté, en termes de dépenses, on a à inscrire 209 000 € qui correspondent au transfert des emprunts voirie. On en a parlé souvent, hein, qui viennent de l'Interco et qu'il faut remettre dans nos éléments financiers. Et grosse somme aussi importante de 29 000 €, ce sont les intérêts liés à cet emprunt pour la fin de l'année sur cette partie-là et qui bien évidemment sera compensé avec les régularisations d'AC telles qu'on l'a évoqué de nombreuses fois. Donc je n'y reviens pas. Après, à moins que vous n'ayez des questions sur des petits ajustements, on parle de 31, de 261, c'est des lignes à ligne sur nos comptes budgétaires pour nous permettre là-dessus. Y a-t-il des questions sur ces propositions, sachant qu'on aura une grosse décision modificative du budget au moment où on actera définitivement la reprise de la voirie pour l'ensemble des investissements et des autres charges, mais ça sera plutôt au mois de novembre ou décembre en fonction de l'avancement de cette situation. Des questions sur ces éléments-là? Non. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Autre point.
Transfert des emprunts liés à la reprise de la compétence voirie, toujours le même sujet. Donc vous avez le tableau et le montant des emprunts qui vont revenir à la commune et qui étaient, vous avez en tête, quand on était dans le Sivom voirie à Saint-Félix, on avait transféré au moment du transfert de compétences ces emprunts à l'intercommunalité. La compétence revient chez nous, on reprend le solde de ces emprunts qu'il faudra rembourser. Alors le tableau que vous avez dans le projet est le capital restant dû au 1er juillet 2022 pour un montant de 1 993 641,66 €. Bien évidemment, on est en train d'essayer de conclure avec les banques pour être sûr que ce soit bien, qu'il n'y ait pas de prélèvement qui soit fait à l'interco. Donc c'est le montant qu'on avait au 1er juillet. Compte tenu des délais que certaines banques mettent à régulariser cette situation, il se pourra qu'on ait à modifier un peu ce montant-là. Mais quoi qu'il en soit, comme le transfert a lieu à partir du 1er juillet, le montant global sera donc, je le répète, 1 993 641,66 €. Donc je vous propose d'approuver les avenants de transfert des emprunts qui prendront effet donc à partir du 1er juillet et d'approuver le moment venu le procès-verbal de fin de mise à disposition de la voirie communale à la communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois. Des questions sur ces éléments-là? Non, donc qui est pour? Merci beaucoup. On a décidé de me faire travailler beaucoup. Troisième point, c'est reprise pour provision pour litige sur un contentieux de marché de plein vent. Nous avions un litige avec une commerçante qui s'appelle Marine-Yvonne Decoq, relative à son exclusion du marché de plein vent. Compte tenu de la clôture du contentieux, il y a lieu de procéder à la reprise de la provision. Nous avions provisionné effectivement 1 500 € pour ce litige. Le litige s'est clos. Et on vous propose donc de reprendre cette provision pour annuler cette provision qui est devenue sans objet. Là aussi, des questions? Non. Qui est pour? Merci à vous. Et là, je vais arrêter de parler. Donc le suivant, je copie, c'est Michel Ferré sur un appel à projet aménagement piste cyclable. Oui, appel à projet d'aménagement cyclable, convention de financement pour le projet d'aménagement d'une ancienne voie SNCF en voie verte. Au mois de mars 2022, la commune a déposé un dossier de demande de subvention auprès de l'État dans le cadre de l'appel à projet pour des aménagements cyclables en Occitanie. Cet appel à projet s'inscrit dans la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et le plan vélo et mobilité active qui vise à développer la part modale du vélo pour atteindre 9% d'ici 2024. Le 3 août dernier, les services de l'État ont informé la commune que celle-ci avait été retenue avec l'attribution d'une subvention de 435 187,20 €. Celle-ci représente 38,40% du montant de la dépense prévisionnelle. Ce financement est conditionné à la signature d'une convention entre la commune et l'État. Je vous propose donc d'approuver la convention portant attribution de la subvention ainsi que ses conditions de mise en œuvre et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir, ainsi que tout document en relation avec cette affaire. Des questions particulières? Je pense que sur l'attribution de subvention, bon, qui c'est qui est pour? Merci beaucoup. Merci. Point suivant, c'est Marielle. C'est un point sur la modification du régime indemnitaire des agents de la commune. Par délibération en date du 2 décembre 2021, la commune avait apporté un certain nombre d'ajustements au RIFSEPT, afin de prendre en compte des évolutions réglementaires et de tirer les enseignements du bilan réalisé après 4 ans de fonctionnement. Donc on vous a rappelé un petit peu ce que c'était que le RIFSEPT, ainsi que l'IFCE et la CIA. Est-ce que je dois rappeler ceci ou vous l'avez bien lu? Bien. Nous avons reçu, en date du 10 mars 2021, un courrier de la préfecture d'Haute-Garonne formulant un certain nombre de remarques. Formulant... Bon. Mais non, on fait signe que non. Formulant un certain nombre de remarques réglementaires fondées sur une jurisprudence récente du tribunal administratif de Toulouse et en particulier l'exclusion du dispositif des contractuels de moins de 6 mois.
Ainsi, il est proposé d'appliquer l'IFSE et le CIA aux collaborateurs occasionnels dont la durée du contrat est inférieure à 6 mois. Concernant le CIA, il sera attribué aux agents ayant fait l'objet d'un entretien professionnel. Ces éléments destinés à prendre en compte ces ajustements ont fait l'objet d'un avis favorable du comité technique en date du 21 septembre 2022. Je vous propose donc d'approuver les modalités d'application du régime indemnitaire des agents de la commune, d'abroger l'ensemble des délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire en vigueur, à l'exception du complément de rémunération en vigueur depuis 1974 et régi par l'article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, des régimes d'astreinte institués par délibération en date du 5 février 2010, 10 juin 2010 et 18 décembre 2014, et du complément de rémunération lié à l'atteinte des objectifs professionnels pour les cadres d'emploi non concernés par le RIFSEP et institué par délibération en date du 30 mars 2007. Donc, pour résumer, il s'agit d'intégrer les collaborateurs occasionnels de moins de 6 mois. Est-ce que vous êtes favorable? Peut-être il y a des questions avant pour être sûr que oui, tout le monde est bien saisi. Non? Non. Bon. Alors, êtes-vous favorable? Donc, je vous remercie. Point suivant. Poste et modification du tableau des effectifs. Donc c'est une délibération qui revient assez régulièrement. Ici, nous sommes avec la création de postes et modification du tableau des effectifs. Conformément aux dispositions de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, il revient à l'Assemblée délibérante de procéder à la création des postes à pourvoir au sein de la collectivité. Dans le cadre du départ en disponibilité de la personne qui exerçait la direction du service urbanisme opération foncière et d'une promotion en interne sur cette fonction, il convient de créer un poste à temps complet relevant d'un des cadres d'emploi de catégorie C ou B de la filière technique ou administrative. Par ailleurs, il est apparu nécessaire de modifier l'organisation du service finance-fiscalité afin de développer les missions de ce service et de prendre en compte la gestion des assurances qui relevait auparavant du service commun marché public géré par la communauté de communes. Il est ainsi proposé de procéder à la création d'un poste d'attaché principal à temps complet au sein du service finance et fiscalité qui serait chargé notamment des études financières et de la gestion des assurances. Enfin, dans le cadre du recrutement en interne d'un agent en charge du développement sportif et de son remplacement au sein du service scolaire jeunesse, il est proposé de créer un poste à temps complet sur un des cadres d'emploi de catégorie C ou B de la filière animation. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la création des postes ci-dessus et d'approuver le tableau des effectifs ainsi modifié. Est-ce qu'il y a des questions? Là aussi, je voudrais souligner que sur 2 postes, on a pourvu des postes qu'on avait ouverts par promotion interne, ce qui pour moi est un très bon signe, ce qui permet à des agents de changer de filière, de progresser dans leur métier et dans leur avancement. Donc on a cette facilité, 1, qu'il y ait des candidats en interne, et 2, qu'on puisse les promouvoir à ces postes-là. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. Des questions? Donc qui est pour? Qui s'abstient? J'ai plus personne. Et qui est contre? Non plus. Et merci à vous. Marielle? Donc, nous reparlons d'un point qu'on avait évoqué précédemment, l'adhésion à la mission médiation proposée par le Centre de gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne, donc CDG 31. La loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire oblige désormais les centres de gestion à proposer par convention une mission de médiation préalable obligatoire comme le prévoit l'article L213-11 du Code de justice administrative. La médiation est un dispositif qui a vocation à désengorger les juridictions administratives.
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. Les recours contentieux formés contre un certain nombre de décisions individuelles, dont la liste est déterminée par le décret numéro 2022-433 du 25 mars 2022, sont à peine d'irrécevabilité, obligatoirement précédés d'une tentative de médiation. La collectivité a donc l'obligation de prévoir un dispositif de médiation pour prévenir les éventuels contentieux à venir en matière de ressources humaines. Un projet de convention a été transmis à la commune qui prévoit les droits et obligations de chaque partie ainsi que le processus de médiation. Il a été fixé un tarif de 500 € forfaitaires pour une durée moyenne de 8 heures de réunion et 50 heures de l'heure supplémentaire en cas de besoin. Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l'autorité territoriale à conventionner avec le CDG 31. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose donc d'adhérer à la mission médiation proposée par le Centre de gestion de la Haute-Garonne, d'approuver la convention à intervenir entre la commune et le CDG 31 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Y a-t-il des questions? Oui, Olivier? Dans ce que tu as dit, il y a deux questions en une. Il y a approuver la convention et l'adhésion à la médiation. J'ai pu comprendre dans le texte que la médiation était quelque chose qui n'était pas proposé, qui était obligatoire. Oui, en cas de litige. En cas de litige. Si en cas de litige, tu es obligé de faire une médiation. Voilà. D'accord. Alors après, pour faire cette médiation, qui est obligatoire et prévue par décret, soit on se crée notre propre service de médiation en passant par X ou Y, soit on adhère au service du centre de gestion qui a monté un service de médiation et qui nous propose d'adhérer à ce service de médiation, le cas échéant, quand on en aura besoin ou pas. Exactement, voilà. Exactement, et pour on a mutualiser. Plus simple. Et puis c'est plus mutualisé, et puis c'est des gens qui savent faire avec des professionnels plutôt que d'aller entre guillemets bricoler avec quelqu'un là-dessus. Et en termes de coût, cette adhésion est bien évidemment mutualisée par le centre de gestion. Voilà. Si c'est clair par rapport à ça. D'autres questions? Donc, et je dis que pour le moment, on n'a pas de cas de médiation en cours. Voilà. Si certains se posent la question, ça va mieux en le disant. Donc on va procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Merci. 8e point, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de voirie, de transfert de voirie. Donc François, à ton tour. Par délibération du 30 septembre 2021, la commune de Revel et la communauté commune Lauragais-Revel-sur-Rézois ont formé un groupement de commandes en vue de la conclusion d'un accord cadre pour la réalisation des travaux de voirie pour une durée d'1 an reconductible 2 fois. Cet accord cadre était composé de 2 lots. Le lot numéro 1 relatif aux travaux de réfection ou de renforcement de voirie, d'aménagement urbain et aux travaux d'entretien de la voirie. Le périmètre d'intervention était celui de la commune de Revel, de la zone d'activité intercommunale de la Pomme et du site de l'aérodrome de la Montagne Noire. Il a été passé avec un montant maximum de 3 millions d'euros hors taxes, chacune des collectivités pouvant émettre des bons de commande pour ses besoins, dans la limite de 1,5 million hors taxe. Le titulaire de ce lot est la société Colas à Revel, avec une prise d'effet du marché au 21 avril 2022. Le lot numéro 2, couvrant uniquement les besoins de la communauté de communes, pour un montant maximum de travaux de 2 millions d'euros hors taxe. Ce lot a été déclaré sans suite par la commission d'appel d'offres. Depuis le 1er juillet 2022, la communauté de communes n'étant plus compétente pour assurer la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie des communes membres, la ville de Revel a émis le souhait de voir la part intercommunale lui être transférée. Cet avenant aura pour objet de transférer l'enveloppe financière de la part intercommunale à la commune de Revel, déduction faite des sommes déjà engagées et mandatées, à savoir 239 714,95 centimes d'euros hors taxe. Pour la commune, l'enveloppe maximum de travaux s'élèvera donc à 2 760 285,05 hors taxe sur la durée totale du marché. De supprimer du marché les zones géographiques mentionnées par la communauté de communes dans le marché, à savoir la zone d'activité intercommunale de la Pomme et le site de l'aérodrome de la Montagne Noire. Cet avenant n'aura pas d'incidence financière sur l'accord cadre.
Le groupement de commandes constitué par les deux collectivités doit être résilié en application de l'article 3 qui stipule que le présent groupement pourra être résilié par délibération ou décision concordante des instances délibérantes ou décisionnelles de l'ensemble de ses membres. Cette réalisation sera sans effet sur les marchés et accords cadres notifiés dont l'exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières. Je vous propose d'approuver la résiliation du groupement de commandes entre la ville de Revel et la communauté de communes Lauragais-Revel-Cerezois, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 au lot numéro 1 de l'accord cadre des travaux de voirie, d'autoriser M. le maire à signer tout document en relation avec ce transfert. Y a-t-il des questions ? Là aussi, c'est les conséquences du transfert de la voirie. On avait fait un groupement de commandes pour passer nos travaux de voirie. On a exécuté une partie de cet élément d'intercommunalité et on récupère le solde et dont on aura besoin pour faire nos propres travaux de voirie. Voilà, c'est dit de façon courte et synthétique les éléments pour que bonne compréhension de tout le monde. Qui est pour ? Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Louis, tu vas nous parler de laïcité. Oui, bonsoir. Donc avenant numéro 1 à la concession pour l'exploitation du cinéma et de la fourrière automobile, respect des principes de la laïcité, de neutralité des services publics. À la suite d'une circulaire préfectorale reçue en mairie le 13 avril 2022, les services de l'État ont attiré l'attention des collectivités territoriales sur plusieurs dispositions relatives aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. Les marchés et délégations de services publics ayant pour objet l'exécution d'un service public doivent mentionner obligatoirement les dispositions prévues par la loi numéro 2021-1109 du 24 août 2021 et préciser les modalités de contrôle et de sanction du co-contractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements. Pour la commune, 2 contrats de concession ont été concernés, à savoir la concession de service public pour l'exploitation du cinéma qui a pris effet le 30 mars 2020 pour une durée de 5 ans et la concession de service public pour la fourrière automobile qui a pris effet le 24 décembre 2021 pour une durée de 5 ans au maximum. Le projet d'avenant prévoit le respect des principes d'égalité des usagers devant le service public, le respect des principes de laïcité et de neutralité du service public par le concessionnaire, ses salariés, ses sous-traitants, ainsi que toute personne sur laquelle il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction. Les obligations du concessionnaire ainsi que les modalités de contrôle et de sanction en cas de manquement. Cet avenant n'a pas d'incidence financière. Les marchés passés depuis le 1er janvier 2022 intègrent cette disposition. Aussi, je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat de concession du service public pour l'exploitation du cinéma et pour la fourrière automobile, d'autoriser M. le maire à signer les avenants correspondants ainsi que toute pièce en relation avec ces dispositions. Sur la fourrière, on se demande comment le principe de laïcité va être appliqué, mais néanmoins, il faut le faire. Donc, sur l'emploi des personnes. Sur l'emploi des personnes, ok. D'accord. Mais comme il est entrepreneur individuel, il va se l'auto-appliquer. Ok. Alors, des questions? Oui. Tu vois? On est sur un sujet obligatoire. Tout à l'heure, on était sur quelque chose d'autre. La partie du choix de faire un avenant sur des services publics, en parlant de laïcité et d'égalité, pour moi, c'est la loi telle qu'elle a été définie le 24 août 2021, une loi qui également enterre la loi
1905 sur la séparation des cultes et de l'État, avec une prédominance administrative du préfet. Donc acte, on comprend bien, mais la préfecture nous demande de le traduire par un avenant, donc nous devons respecter cela. Okay. Ça va bien, disons. Donc qui est pour, qui s'abstient, une voix, et qui est contre, merci. Point suivant, c'est Annie, avenant sur les travaux Roger-Sudre. Réhabilitation du groupe scolaire Roger-Sudre, tranche 3, premier étage du bâtiment élémentaire, avenant numéro 2 au lot 1 VRD, démolition gros œuvre. Les travaux du lot numéro 1 passés pour la tranche 3 de la réhabilitation du groupe scolaire Roger-Sudre ont fait l'objet d'une attribution à l'entreprise SBR et d'un avenant numéro 1 à moins-value de 2427,25 € TTC. Lors de la réalisation de ces travaux, il a été nécessaire d'installer des grilles d'évacuation à l'entrée du bâtiment afin d'améliorer l'évacuation des eaux de pluie, de reprendre le seuil de l'ascenseur à la demande du bureau du contrôle technique, de créer une nouvelle trappe d'accès au comble car les gaines de ventilation des sanitaires ont encombré l'accès existant. Ces modifications génèrent une plus-value de 2022,74 € hors taxe, soit 2427,29 € TTC sur le montant du marché. L'incidence financière pour le lot numéro 1 est détaillée ci-après. Lot 1 VRD démolition gros œuvre, 144 139,28 TTC, avenant 2 en euros TTC, 2427,29, montant en euros TTC après avenant, 144 139,32. Le montant total des travaux, tout lot confondu, s'élève à 761 194,98 TTC. Je vous propose d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 au marché des travaux du lot numéro 1 VRD, démolition gros œuvre. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Pardon? Oui, parce que 144 plus 2000, ça fait 146, oui. Bien vu, Jean-Louis. C'est l'avenant fait numéro 2, donc il y avait un avenant fait numéro 1 qui est à peu près du même fait montant. Mais en sens négatif. Voilà, mais ouais. Négatif, positif. Mais comme la trésorerie négatif, positif. est au centime près, on fait voilà. l'avenant. On aurait pu présenter l'avenant 1 et l'avenant 2, ça l'aurait rendu plus lisible. Ok. Tout le monde est pour? C'est-à-dire que malgré cet avenant, on reste au même montant. C'est ça qu'il va falloir retenir. Et 4 centimes d'écart. Pardon, je les mettrai. Je les mettrai. Donc, est-ce qu'on peut passer au vote? Tout le monde est pour? On peut passer au vote, tout le monde est pour. Je vous remercie. Et alors, elle oublie de dire, Annie, c'est quand même quelque chose d'important, que le 21 octobre, nous inaugurerons cette école, la rénovation de l'école. D'accord, donc vous recevrez bientôt une invitation, bien évidemment, pour marquer la fin de cette troisième tranche et de la rénovation qui, de l'avis des enseignants, de la directrice, de l'inspectrice qui est venue, et enfin, nous avons des retours très favorables. Ravis. Voilà, la prochaine étape sera la végétalisation des cours de ces écoles. Voilà, ça sera la prochaine grosse étape sur ce groupe Roger-Sudre, sans parler du terrain de sport et du projet qu'on a déjà évoqué autour de cette table. Point suivant, qui est là aussi un point très important pour le futur. Michel, si tu veux nous parler de l'instauration de la déclaration de la mise en location. Par délibération du conseil municipal du 6 février 2020, la commune avait mis en place le régime de la déclaration de mise en location, conformément aux articles L 634.1 et 634.2 du Code de la construction et de l'habitat.
Les services de la préfecture avaient, dans le cadre du contrôle de légalité, soulevé un risque juridique sur l'application de cette mesure en raison d'un partage de la compétence habitat avec la communauté de communes Lauragais, Revel et Sorézois. L'arrêté interpréfectoral du 22 juin 2022 est venu acter la restitution de plusieurs compétences aux communes, dont celle de la politique du logement et du cadre de vie, et approuver la nouvelle rédaction des statuts de la communauté de communes. Je vous rappelle qu'un diagnostic conduit en 2019 avait révélé un nombre important de logements vacants dans le cœur de ville, 22%, couplé à une certaine dégradation, à savoir 35% d'immeubles en état médiocre ou dégradés. L'opération Rénove ton logement, lancée en 2020, a corroboré ce constat et permis de financer à ce jour 51 dossiers, représentant 58 logements, avec un pourcentage moyen de subvention de l'ordre de 45% du montant des travaux. Le dispositif de la déclaration de mise en location impose aux collectivités de définir un secteur géographique dans lequel s'appliquera cette mesure. Le bailleur devra informer la commune dans un délai de 15 jours suivant la conclusion du contrat de location. Le périmètre proposé correspond à la zone 1 du site patrimonial remarquable, SPR, dont vous avez le plan au dos, enfin, vous avez le plan dans le dossier. Les pièces nécessaires, documents CERFA, diagnostic technique, seront téléchargeables sur le site internet de la ville ou à retirer à la mairie service de l'urbanisme. Les dossiers complétés seront à déposer en mairie ou transmis par voie dématérialisée à l'adresse urbanisme@mairie-revel.fr. Cette mesure permettra de mener une action de lutte contre l'habitat indigne, la ville se réservant le droit de visiter le logement déclaré. La date d'entrée en vigueur du dispositif est fixée au 1er avril 2023. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose donc d'abroger la délibération du 6 février 2020 et d'approuver la mise en œuvre du régime de déclaration de mise en location, conformément aux articles que je vous ai cités tout à l'heure du Code de la construction et de l'habitat. D'appliquer ce régime au périmètre correspondant à la zone 1 du SPR, et de fixer la date d'entrée en vigueur au 1er avril 2023 et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document en relation avec ce dispositif. Vous avez des questions particulières sur ce point? Enfin, moi, je pense que c'est la première... Pardon, vas-y. Oui. Mais, normalement, la déclaration, elle est devenue obligatoire. À partir de là, c'est comme si quelqu'un ne dépose pas un permis de construire. Oui, c'est une vraie question, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'organise dans une étape 2 pour le contrôle de ces éléments-là. Oui. Il faut, je pense qu'il y a aussi un élément important, et on sait que pour ce qui passe par agence, les agences ont joué ou joueront plutôt le jeu positivement. Donc se posera effectivement le problème de particulier par rapport à ça. Mais l'idée, c'est à terme, mais ça va demander des montants en ressources humaines surtout importants, c'est d'instaurer un permis de location qui nous permette d'éviter ce qui nous arrive de temps en temps en termes d'habitat indigne, où on a de plus en plus de dossiers qui nous remontent via les instances diverses sur lesquelles il faut vraiment agir. Et je pense que là, c'est la première marche. Enfin, on régularise parce que ça avait été déjà fait avant, compte tenu des problèmes de compétences entre intercommunalité et communes. La préfecture nous avait mis quelques entraves à appliquer ça. Mais je pense qu'il faut initier ça. Même si on n'a pas 100%, déjà partons sur le chemin et on sera plus fort en fonction de nos avancements. Oui, on avait fait une information préalable auprès de toutes les agences immobilières et ça avait quand même relativement bien fonctionné au départ. Donc on va recommencer maintenant. C'est du particulier. Voilà, mais après particulier à particulier, ça sera plus difficile à contrôler. Ouais, mais après souvent avec les réclamations des voisins ou les problèmes particuliers des locataires, on arrive quand même à les identifier, surtout quand ça ne va pas. Ouais. Et c'est surtout ça qu'on veut aller chercher, hein, c'est aller chercher qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui se loue n'importe où, comme on a pu ou comme on peut encore le voir ici ou là. D'autres remarques ou questions? Sauf s'il y a d'autres questions. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci, tout le monde est pour. Merci à toi. Autre élément, alors, on y arrive là aussi, comme quoi les dossiers sont longs, la convention de transfert avec la SNCF pour notre voie verte, ce dont on parle depuis longtemps et sur lequel on a eu une subvention, on l'a vu tout à l'heure. Michel? Voilà, je continue. Donc par délibération du 16 juin 2022, la commune a approuvé le projet d'aménagement d'une ancienne voie SNCF en voie verte.
Pour mémoire, la ligne 736 000 a été mise en service le 16 avril 1865 et reliait les communes de Castelnaudary à Rodez en passant par Revel, Castres et Albi. Cette ligne est aujourd'hui interrompue entre Revel et Albi. La section de ligne Castelnaudary-Revel est une voie unique non électrifiée qui traverse les départements de l'Aude et de l'Haute-Garonne. L'exploitation commerciale pour les voyageurs a été interrompue en 1970 et l'expertise ferroviaire menée en août 2013 a permis d'estimer que la reprise des circulations voyageurs sur cette ligne nécessiterait la réalisation de travaux pour un coût financier de plusieurs millions d'euros. Cette ligne a accueilli du trafic fret jusqu'en 2013 pour un seul embranché sur la partie des lignes restées inscrites au document de référence du réseau. Le bâtiment voyageur de l'ancienne gare de Revel a été cédé à la commune en 1983, qui y a aménagé l'espace jeune. Un heurtoir a été déposé en août 2013 au PK 354,15, qui matérialise l'extrémité de la ligne, qui n'est plus utilisable par le territoire. Et ce heurtoir ferroviaire, pardon, oui. Donc cet heurtoir, il est à la limite de Revel et Saint-Félix. Toute circulation a été arrêtée par décision de fermeture prise par le conseil d'administration de SNCF Réseau le 18 juin 2015 sur le fondement de l'article 22 du décret 97-444 du 5 mai 1997 et après avis favorable de la région Midi-Pyrénées. La commune a participé à hauteur de 25 571,09 au titre du dossier d'initialisation. Cette fermeture est une opportunité pour la commune qui envisage un projet de reconversion de la section de ligne qui se trouve sur la commune et qui s'étend sur un itinéraire d'environ 3 km en très grande partie en milieu urbain. Il s'agit donc de transformer cette emprise en piste cyclable et chemin piétonnier, du chemin de la Farguette jusqu'à la zone industrielle de la Paume. Cet aménagement, inscrit au schéma directeur des pistes cyclables de la commune, permettra d'œuvrer dans les déplacements doux en développant un espace de détente, de promenade, qui reliera des quartiers d'habitation entre eux et permettra de se rendre dans la zone d'activité de la Paume. Des contacts ont eu lieu entre la commune et la SNCF afin de conclure une convention de transfert de gestion conciliant les ambitions de la commune et la préservation de l'avenir du ferroviaire à long terme. Cette action est inscrite dans l'axe 3 du programme Action Cœur de Ville et une étude de programmation a été ensuite réalisée. L'étude concernée de 5 hectares 80, l'emprise concernée de 5 hectares 96,72. Il s'agit des parcelles cadastrales suivantes. Bon, vous avez la liste, ce n'est pas la peine que je vous le lise. Le projet de convention prévoit les droits et obligations de chaque partie, avec en particulier le paiement par la commune des impôts et taxes de l'ordre de 1 000 € hors taxes annuelles, une durée initiale de 30 ans à compter de la signature de la convention, avec possibilité de proroger celle-ci par un ou plusieurs avenants successifs. La durée totale de la convention ne pourra excéder 50 ans. L'obligation pour la commune de déposer les rails et traverses, ainsi que le pont-rail existant au niveau du chemin de la Gravière. Je vous propose donc d'approuver le projet de convention de transfert de gestion à passer avec SNCF Réseau et la société E7 gestionnaire, et d'autoriser M. le maire à signer la convention de transfert de gestion et toutes pièces en relation avec ce transfert. Vous avez des questions particulières là-dessus? Bon, en sachant que SNCF n'a pas voulu vendre l'emprise, parce qu'à un moment donné, on leur avait proposé d'acheter, mais ils ne veulent pas la vendre. Pourquoi? Bon, si jamais s'il y a une guerre, ils en auront besoin. Oui, mais il n'y aura plus de rails, il y aura une route dessus, mais c'est... Ben oui, mais c'est... Voilà, c'est comme ça, on peut pas... Oui, on n'a pas le choix, alors. Enfin, je crois que notre DGS parle depuis 6 mois, 7 mois sur le projet de cette convention. Même un an, donc, et ça fait 6 ans que ce projet a démarré. Nous, on est prêts, on a fait notre étude, on avance, on a le financement, on a tout, mais on se heurte là à la bureaucratie qu'on connaît les uns et les autres. Donc voilà, donc on doit passer par là. C'est sûr que ça aurait été plus simple de racheter ça et d'enclencher là-dessus. Pas d'autres questions? D'autres remarques, des questions? Remarques particulières? Donc qui est pour? On a fait dans le bon sens. Merci à vous. Merci. Point suivant, 2 emplacements réservés. Oui. Suppression de 2 emplacements réservés au plan local d'urbanisme de la commune, PLU. Par courrier reçu en mairie le 7 février 2022 et le 27 mai 2022, 2 propriétaires ont saisi la commune afin que celle-ci procède à l'acquisition de leur terrain en raison de la présence d'un emplacement réservé au PLU approuvé en 2013.
Il s'agit de Madame Marie-Josée Morel, propriétaire des parcelles cadastrées AO 339 et 299, situées respectivement chemin de la Poudrette et chemin vert. Ces parcelles sont grevées par l'emplacement réservé numéro 14, avec comme destination la création d'une voie de liaison. Deuxièmement, Madame Christiane Miquel, propriétaire de la parcelle cadastrée section Z10 334, lieu-dit Les Ouillès, est grevée par l'emplacement réservé numéro 30, destiné à l'aménagement d'une voie de liaison. L'article 152.2 du Code de l'urbanisme prévoit au bénéfice du propriétaire l'exercice du droit de délaissement. Les modalités sont fixées par l'article L 231 et suivant du Code de l'urbanisme, avec un délai de 1 an pour que la collectivité se prononce. La possibilité d'une renonciation explicite avant l'expiration du délai du droit de délaissement n'est pas prévue par les textes, mais rien ne s'opposerait à cette décision. Elle emporterait pour le propriétaire l'inopposabilité de l'emplacement réservé et par conséquent les limites au droit de construire. Concernant que le PLU intercommunal est en cours d'élaboration et que ces deux emplacements réservés ne seront pas repris dans le document, je vous propose que la commune renonce à l'acquisition des parcelles cadastrées AO 339 et 299 et ZI 334 et d'acter la suppression des deux emplacements réservés au PLU lorsque celui-ci entrera en vigueur. Vous avez des questions particulières? C'est ces emplacements qui, dans le projet de PLU, seront ailleurs, ne seront plus du tout à l'endroit où ils étaient fixés par notre PLU. Donc ça ne gêne pas du tout la suite des opérations, et ni même l'aménagement futur de tout ce qui est autour. Bon, pas de questions. Bon, qui est pour? Merci. Merci. Le point suivant, je vais le traiter en l'absence de Pascal, et qui est plus une position de principe qu'on va essayer de prendre, ce qui permettra d'être réactif le cas échéant, si nous avions besoin pour une raison X ou Y de faire jouer le droit de préemption de la commune par rapport au projet qu'on va évoquer tout de suite. Donc pour se donner ces éléments-là et cette possibilité, je vais vous demander tout à l'heure de prendre une position de principe sur le point. Vous savez que le Centre communal d'action sociale anime une action de prévention et de développement social sur la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. À ce titre, il développe différentes activités et missions obligatoires orientées vers les populations les plus fragiles, comme la lutte contre l'exclusion, la procédure de domiciliation ou l'instruction des demandes d'aide sociale légale. Mais le CCAS anime aussi le centre social, qui est un lieu d'échange et de partage ouvert à tous, en particulier un espace d'information, d'orientation, de services à destination des habitants du territoire, la mise en œuvre des projets de développement social comme l'accompagnement à la parentalité, des ateliers favorisant les relations intergénérationnelles. Vous savez aussi qu'on a un projet d'avoir un lieu qui nous permette d'accueillir en particulier éventuellement un restaurant intergénérationnel qui nous permettrait de sortir des personnes qui se font livrer des repas à domicile un jour, 2 jours par semaine, qui sera sur des modalités à définir, où ils prendraient ces mêmes repas, on les leur ferait livrer là, ce qui leur permettrait de sortir, de s'habiller, de voir des gens, etc. Donc pour ça, on a besoin d'un lieu pour découper les activités CCAS des activités centre social. Donc on essaye d'identifier un lieu qui doit être centre-ville, au sens général centre-ville, puisque si on le mettait trop loin, on perdrait ce lien social. Donc pour le moment, on n'a pas de lieu précis en vue, de projet précis, mais on ne veut pas perdre la possibilité, s'il se trouvait qu'un lieu vienne à la vente et qui correspondent aux critères qu'on s'est donnés, à peu près 1000 m², quelque chose de cette nature-là, on puisse intervenir rapidement et faire jouer un éventuel droit de préemption. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'acter le principe d'un tel lieu, et sans plus de détails, mais sans projet précis par rapport à ça. Des questions là-dessus? Non? Je pense qu'on a souvent parlé de ce projet-là, qui est un projet important de notre mandature là-dessus. Olivier.
Ils reviennent de vacances, Olivier, il est en super forme. Ouais. Non, simplement pour dire que la séparation des deux actions est demandée par les aussi caisses. Le CAF. Voilà. Oui, mais pour moi, c'est aussi, mais ça ne doit pas être la seule motivation. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Oui, la cave nous pousse à séparer les lieux pour bien les identifier. Mais enfin, moi, je pense que la vraie motivation, c'est effectivement d'avoir ce lieu intergénérationnel qui peut nous permettre de faire du lien. Et indépendamment de ce en quoi vers nous pousse la CAF, qui est effectivement le cas où ils nous disent séparer bien de façon les deux éléments, je pense que ce lieu est quelque chose d'important. C'était dans notre projet de mandat depuis le début, et je pense que c'est un élément fort, et il faut se donner les possibilités d'agir vite si tant est qu'un jour un tel lieu arrive. Bon, et si ce lieu n'arrive pas, on trouvera une autre façon, on fera construire, enfin, on aura d'autres idées pour le faire, parce que c'est quelque chose d'important à notre sens et à mon sens en particulier. D'autres remarques ou des questions? Donc, oui, Brigitte. Ben, on va passer au vote alors. Qui est pour? Merci de cette unanimité. Donc, et on note que Brigitte doit s'absenter, mais on aura toujours le quorum, même sans Brigitte, je pense. Donc, le point suivant, c'est l'extension de la station d'épuration de Revel-Voré à vie de la commune. Et c'est François qui va nous en parler. Par courrier reçu en mairie le 22 août 2022, la préfecture de la Haute-Garonne a adressé à la commune un avis de participation du public par voie électronique pour le projet d'extension de la station d'épuration de Revel-Voré, située chemin de Belloc. En effet, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, Réseau 31, a déposé le 3 mai 2021 une demande d'autorisation environnementale pour l'extension de cet équipement. Je vous rappelle que par délibération du conseil municipal du 8 octobre 2018, la commune a approuvé le transfert de la compétence assainissement collectif à Réseau 31 avec les biens et contrats associés dont la concession passée avec la société Suez qui prévoit la réalisation de ces travaux. L'objectif est le doublement de la capacité du traitement de la station de 16 000 à 32 000 équivalents habitants par la construction d'une filière de traitement équivalente à l'existante. Il s'agit en particulier de la reprise du génie civil ainsi que du changement des pompes du poste de relèvement, du remplacement du dégrilleur automatique, des travaux de remise en état de l'existant, de la partie pré-traitement, fil d'eau, création d'une file biologique complète, bassin d'aération, clarificateur et ouvrages annexes. Fil bout, création d'un épaississeur et adaptation de l'atelier existant. Création d'un nouveau local surpresseur et d'un local électrique pour la nouvelle file. Cette deuxième file permettra d'assurer le développement de la commune, aussi bien dans le domaine de l'accueil des nouvelles populations que dans le domaine économique. Il s'agit également de sécuriser cette installation qui ne dispose que d'une file à ce jour. Depuis le 12 septembre 2022 et jusqu'au 14 octobre 2022, le public est invité à formuler ses observations par voie électronique. L'information par voie d'affichage a été réalisée sur site et à plusieurs endroits de la commune. Le dossier est consultable sur le site internet de la préfecture. Considérant l'intérêt de ce projet pour la commune, je vous propose d'émettre un avis favorable à cette demande d'autorisation. Y a-t-il des questions ? Donc, c'est juste vous demander si vous êtes tous d'accord par rapport à ça, puisque c'est un avis favorable ou pas. Donc, qui est d'accord? Pour l'avis favorable. Patricia, Olivier, vous... Non, je ne sais pas. Est-ce que vous émettez un avis favorable ou pas? Oui, oui. Donc, j'ai demandé avis favorable. Qui n'est pas pour? Comme ça, ce sera très clair. Qui s'abstient? Personne. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et je rajouterai, parce que je pense que c'est lié un petit peu, que je pousse, j'étais avec un député en visio en début d'après-midi, j'ai alerté mon sénateur voisin, mais aussi un sénateur du Tarn. Je trouve qu'on n'utilise pas assez l'eau après traitement. Donc, j'en ai parlé aussi au président de l'IEMN pour savoir si on ne peut pas
avoir quitte à rajouter certains éléments de traitement supplémentaires, style UV, enfin j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, mais au lieu de relâcher cette eau après traitement, et je pense qu'à Nayouk, c'est un bon exemple parce qu'ils traitent avec des UV, ils rendraient l'eau potable, mais j'en suis pas jusque-là, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette eau-là pour de l'irrigation, bien tenu, avec des limites de l'étiage du sort, etc. Donc voilà, donc il y a quelques obstacles législatifs qui empêchent d'utiliser cette eau-là, mais je pense que c'est quelque chose, et on vient de passer une période qui peut-être faciliter ces éléments-là, donc sachez que j'ai essayé j'essaie de pousser ce sujet-là, voilà, pour essayer. On en a parlé avec Réseau 31 aussi, au passage. Voilà, c'est pas un sujet simple, mais si on ne le lève pas, on ne le fera pas. Et quand on sait qu'en France, il n'y a que 4% des eaux traitées qui sont réutilisées, le taux est de 14% en Espagne, bon, qui a connu des problèmes de sécheresse là-dessus, et dans d'autres pays beaucoup plus. Donc voilà, sachez que j'essaye d'initier cet élément-là qui me paraît, et la ressource en eau sera quelque chose de plus en plus vital. Et au passage, j'en profite pour dire aussi que j'ai relancé la problématique de la capacité de stockage en eau du bassin de Saint-Ferréol, qui à l'époque était de 6,3 millions, qui avait été ramené à 4 millions pour différentes raisons. Est-ce qu'il n'y a pas un mi-chemin et est-ce qu'on ne peut pas regagner 1 million, 1,5 million de mètres cubes de stockage quand on voit le niveau du lac rendu là-dessus? Bon, on espère que les pluies là, depuis une semaine vont me permettre de le remonter. Mais soyons inquiets sur cette ressource en eau. Donc je pense que c'est la bonne période pour relancer tous ces sujets et que si on ne s'en occupe pas, on va au-devant de graves problèmes dans les années futures. Que ce soit pour l'irrigation et encore plus pour l'eau potable humaine. Voilà, ce élément qui était un peu lié à ce point-là et que je voulais signaler. Marielle, tu nous parles du rapport annuel sur le cinéma du délégataire. Voilà, donc comme chaque année, conformément à l'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire d'un service public doit produire chaque année un rapport sur l'exécution de son activité. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Un exemplaire de ce rapport a été reçu en mairie le 6 septembre 2022 et vous a été communiqué. Si vous me le permettez, je voudrais revenir quand même sur quelques chiffres parce que bien entendu, le monde de la culture a été fortement impacté et le cinéma énormément, bien entendu. Les indicateurs sont quand même, on va dire, au vert, presque, puisqu'en France, en 2021, on a eu 96 millions d'entrées, malgré 4 mois et demi de fermeture et l'instauration du pass sanitaire peu après la réouverture. Cela fait un pourcentage d'augmentation de 48 par rapport à 2020, mais encore on est en deçà de 2019 de moins 52%. Donc c'est encore important, mais bon, comme je vous le disais, les cinéphiles sont là, reviennent et font en sorte aussi d'amener d'autres publics. Pour ce qui concerne donc notre Cinéjet, nous avons eu en 2021 pratiquement 16 200 spectateurs. On espère arriver cette année à 25 000. Alors certes, on est loin des 41 000 de 2019, qui était l'année justement qui nous avait permis de voir notre salle vraiment complète très souvent et nous poser des questions aussi sur son avenir. Et là, bon, effectivement, on est encore loin, mais on remonte petit à petit et si on arrive à gagner 10 000 spectateurs, ce sera très bien. Que vous dire aussi qu'il y a eu quand même 615 séances, ce n'est pas rien, malgré, je vous dis, les 4 mois et demi de fermeture. Nous sommes à peu près à 114 films différents qui ont été diffusés sur les 33 semaines de 2021. Malgré des décalages, ça aussi, il faut vraiment le noter, des sorties nationales qui ont été décalées, voire annulées, ou alors directement mises sur des plateformes.
Donc ça a été vraiment un manque à gagner pour le cinéma, puisque les spectateurs obligatoirement étaient privés de ces sorties nationales. Un autre élément important également, je voudrais souligner que notre cinéma qui est classé art et essai, au niveau des entrées, cela représente 25% pour les films. C'est un petit cinéma, vous le savez, il est mono-écran. C'est un rare mono-écran encore dans notre région. Et d'être labellisé justement art et essai est quand même quelque chose d'important qu'il faut souligner. Et le fait de continuer à avoir ce label prouve le bon travail des gestionnaires. Et 25%, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le préciser. Et ensuite, pour terminer, un point très positif également, c'est que les prix d'entrée n'ont pas trop bougé malgré tout. Et nous restons avec un prix moyen par spectateur à 5,11 €, ce qui est très compétitif, bien entendu, avec les cinémas aux alentours. Voilà. Avez-vous des questions ? Donc je formule un vœu, c'est que nous atteignions très rapidement à nouveau les 40 000 spectateurs et qu'on puisse se reposer la question de la nécessité d'une double salle ou troisième salle. C'est ce que j'allais dire. Ce qu'elle n'osait pas dire, donc je le dis pour Marielle. Voilà, merci. Merci. Donc je vous propose de prendre acte du rapport d'activité de l'exploitation du cinéma municipal Cinéjet. Et je tiens à ajouter, dernière chose, c'est que ce soir à 20h30 au cinéma, il y a le Manhattan Short Film. C'est la seule salle en France qui reçoit ce festival de court-métrage. Donc j'aime bien le souligner également. Voilà, à Revel, en France. Merci. Merci à toi. En Occitanie, oui, Thierry, en Occitanie, en France. Donc, nous prenons acte de ce rapport délégataire et enfin, je dois dire qu'on a une bonne équipe et que notre délégation n'a que se louer des efforts faits par le délégataire. Parfois, on n'est pas toujours content de délégation qu'on peut donner, mais là, je pense que depuis des années, le délégataire nous a prouvé son implication et en particulier quand on voit le nombre de séances. Rapport d'activité là aussi, de l'ARAC, François. Donc, par délibération du 17 juin 2011, la commune a souscrit pour un montant de 2 300 € au capital de la SPL, Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie, dont l'objet est notamment l'étude et la réalisation d'opérations de construction. Conformément aux dispositions de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la SPL ARAC a transmis à la commune le 27 juillet 2022 le rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Un exemplaire de ce rapport vous a été transmis avec l'ordre du jour, je suis sûr que vous l'avez tous lu, et je vous propose donc de prendre acte du rapport d'activité de la SPL ARAC. Merci. Des questions à poser à François sur le rapport ? Olivier, tu n'as pas des remarques à passer à François? Je te trouve faible sur ce point. Enfin, dernier point à l'ordre du jour de notre conseil, et conformément à l'article L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, et à la suite des délibérations prises en conseil municipal, j'ai reçu des questions dans plusieurs domaines. À ce titre, je vous informe de la désignation d'un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans une affaire qui nous oppose à M. Jacques Dumeunier, qui conteste le nouveau marché de plein vent, et en particulier son article 35. D'une procédure de dépôt de plainte pour des tags et des inscriptions place de la mission, d'une demande de subvention de 7 000 € auprès de l'État, direction académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport pour l'accompagnement de la maison sport santé, de la signature d'avenants ou de marché public selon la procédure adaptée, à savoir la fourniture et livraison de produits de nettoyage avec la société Elidis à Lézignan, compris entre un montant minimum de 10 000 € et un montant maximum de 35 000 €,
c'est pour les produits de nettoyage qu'on utilise dans la commune, avec une date de notification du 1er août 2022. Un avenant numéro 3 au marché de transport des élèves dans le cadre des sorties scolaires et extrascolaires, sans incidence financière. C'était le fameux avenant confortant les principes de la République, pour faire plaisir à Olivier. Mission de maîtrise d'œuvre pour l'extension du cimetière d'Enferriol. On avait parlé de ce projet où on va en reparler, avec Valoris Géomètre Expert pour un montant de 21 780 € TTC et qui concerne l'extension de notre cimetière au niveau de la Landelle Haute. Et enfin de l'attribution de concessions funéraires, vous me ferez grâce de vous citer les personnes avec qui nous devons citer ces concessions. Y a-t-il des questions, messieurs les conseillers? Non, mais du coup je vous souhaite une... bon, vous gardez le 21 octobre en tête, 15h30. Et ouais, c'est un peu tôt, mais il faut qu'il y ait des enfants. Donc, si on veut qu'il y ait des enfants, c'est le vendredi avant les vacances scolaires. Donc, c'est pour ça que c'est 15h30. Ben, je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous.